c'est le souvenir le plus marquant que j'ai de toute cette enquête à Calais. Je m'aperçois qu'en fin de compte, ces traversées, elles marchent une fois sur 3. Et ils me disent, Julien, c'est The Game. Ils appellent ça The Game. C'est fascinant, comment ça The Game? De quoi tu parles? Quel jeu vidéo? Non, The Game. C'est une chance sur 3 de mourir, une chance sur 3 d'arriver en Angleterre. Je pense que de toute façon, cette zone-là, oui, je peux le dire, ça m'a rendu un petit peu fou. Je vais pas le nier. Moi, avec du recul, je trouve qu'on a fait les choses bien, ouais. Si on attend toujours une espèce de forme d'approbation des gens pour pouvoir faire quelque chose alors qu'on l'a en nous et on se dit non, je sais que je peux y arriver même si ça va être maladroit et qu'il va y avoir des erreurs, on est obligé de contourner un petit peu les règles et que de toute manière, pour la nature de ce genre de sujet, t'es obligé de jouer avec la limite, sinon tu ne les fais pas. Si tu veux filmer des gens qui ne jouent pas dans les règles, t'es obligé de pas jouer dans les règles. Ça a confirmé que je voudrais pas faire du journalisme autrement. Pour moi, c'était un métier très élitiste. Je ne vais pas jamais prétendre à rentrer dans ce milieu en travaillant directement, mais je peux peut-être essayer de faire des stages. Donc je me suis mis à faire des fausses conventions de stage. Et donc à l'époque où je fais ce stage, j'essaye de faire mon premier reportage un peu en solo. J'avais rencontré un SDF bodybuilder dans le 16e arrondissement. Et donc le jour où le maître de stage découvre la supercherie, donc évidemment il lève les bras au ciel et il me dit non, c'est pas possible, j'ai appelé l'école où t'es censé faire tes études, tu n'existes pas. Et il m'a dit cette phrase qui était folle, qui a résonné en moi, tu n'existes pas. Ça a été un choc terrible pour moi, tu n'existes pas. Ça a été hyper violent. Exister pour moi, c'est peut-être que l'on te donne ta chance de pouvoir faire tes preuves. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai fini ce montage de ce SDF bodybuilder. Et le lendemain ou le surlendemain, je l'ai posté sur Internet. Et là, j'ai rien compris. En l'espace de 2-3 jours, la vidéo s'est mise à faire des millions et des millions de vues. Des tas de chaînes, de boîtes de production et de choses qui me paraissaient inaccessibles se sont mises à m'appeler et à avoir mon numéro de téléphone du jour au lendemain. Et puis voilà, j'ai commencé à découvrir ce qu'est la vie de pigiste. Ligne de fuite. Camille et Julien, 2 journalistes aspirés dans la machine de Calais. Un documentaire de Tatiana Benamou, d'après une idée originale de Martin Bachol. Réalisé par Charlie Marcelet pour le podcast Profil sur Arte Radio. Je voyais tourner à la télé ce qui se passait à Calais, des gens qui sautaient de pont d'autoroute sur des camions pour passer une frontière et arriver en Angleterre, des gens qui s'accrochaient à des trains et je me disais ça a l'air dingue, et c'est à 2h30. J'avais pas besoin de prendre un avion pour aller en Afrique, voir le pire des trucs, on l'a juste à côté. C'est fou qu'on n'en parle pas pas plus. À chaque fois que j'ai tenté d'écrire une proposition pour ce reportage, on me disait non, on en a déjà trop parlé. Les migrants, Calais, tout ça, on connaît. Pour moi, c'était important de filmer de l'intérieur pour venir foutre un coup de pied dans la fourmilière, pour dire non, on vous l'a déjà raconté, maintenant regarde-le, Et puis je suis allé à Calais avec mon van et je dormais sur le parking d'une station-service dans ce van. Et puis la nuit, j'essayais d'aller à la rencontre de ces migrants. C'était des jeunes d'à peine 20 ans. Qui me disaient, on va en Angleterre, c'est là-bas. Et puis ils couraient, je les perdais de vue, et puis je les suivais. Et puis je me suis rendu compte qu'ils essayaient d'escalader des barrières hautes de 4 mètres de haut avec des barbelés pour sauter du haut de ces barrières et s'écraser à plat de l'autre côté, pour ensuite courir et s'accrocher à un train qui passe à toute allure et qui allait s'engouffrer dans un tunnel dans le noir qui déboucherait sur l'Angleterre. Je me rappelle une phrase qui m'a marqué. On était devant la barrière avec le train qui allait passer et je filmais ce Soudanais qui attendait devant la barrière. Et donc je sors ma caméra et je commence à le filmer. Il me dit non Julien, s'il te plaît, fais pas de bruit, ne me filme pas. Et je lui dis mais oui, c'est mon métier pour le montrer au monde entier. Et il m'a fait un sourire, il m'a dit oui, toi c'est ton métier. Il m'a dit mais moi c'est mon rêve. Et là j'ai pris conscience de l'ampleur de ce qui se jouait pour ces gens-là. Avant d'arriver à Calais, ils étaient pendant 2 ans sur la route. 2 ans pour se retrouver devant une grille à vouloir attraper un train en marche.
avec moi qui arrive avec ma caméra et je lui demande si je peux le filmer. C'était un peu absurde, quoi. Ces gens-là, ils ont traversé la mer depuis la Libye. Un jour, ces gens-là, ils vont monter dans un bateau, ils vont essayer de le faire en bateau. Ça m'étonne qu'ils ne le fassent pas déjà. On voit les côtes anglaises, elles sont là, elles brillent, elles sont à portée de main. Les années ont passé, et là, j'ai ouï dire qu'il y avait eu des petites traversées, que la police avait attrapé des premiers canots en mer. Et je me suis dit, ça y est, c'est le début de quelque chose, j'en suis sûr, et je suis retourné là-bas. Et au moment où j'y retourne, je vois sur Arte le reportage de Camille. Le premier reportage que j'ai fait à Calais, c'était un sujet sur les familles, donc c'était même pas encore sur les traversées, c'était au début septembre 2018. Et le deuxième reportage que j'ai fait pour Arte, c'était les premières traversées de la Manche. Ce passage est connu chez les Iraniens comme le jeu de la mort. Il faut que l'on trouve un endroit où on peut facilement mettre le bateau à l'eau. Un endroit où on peut préparer le bateau sans que la police nous voie. Mais il faut aussi que l'on soit proche de l'eau. Il faudra qu'on soit rapide. La nuit, la mer est effrayante. Elle dégage quelque chose de terrifiant quand il fait sombre. Même si tu as de l'eau seulement jusqu'aux épaules. Le premier, je sais pas, j'avais peut-être eu 2 semaines, 1 mois. J'avais eu 1 mois, je me rappelle. Puis après, le deuxième, voilà, c'était bon, on veut un truc sur les premières traversées, t'as 2 mois. Et puis après, le dernier, et d'ailleurs, c'est un peu le dernier qui m'a un peu dit que je voulais plus travailler comme ça à Calais, c'est qu'on m'a dit, ouais, t'as 1 semaine. Sur ce terrain-là, si t'as pas de temps, tu vis pas le truc, t'es juste loin, en train de filmer des gens de loin, en train d'avoir quelques petites histoires, parce qu'il y en a un à la volée, au coin d'une rue, pendant que les autres le voient pas, il a accepté de te raconter son histoire, mais voilà, c'est un peu vide. Et en fait, quand mon truc est sorti, Julien l'a vu. Il voulait savoir un peu comment je m'y étais pris, parce que filmer jusqu'au départ sur la plage, c'était une entreprise de fou. Alors je suis à la fois hyper déçu et dégoûté que quelqu'un ait documenté le truc avant moi, et à la fois hyper encouragé parce que le reportage était super bien. Et là, je décide de partir tout un été. Puis là, je découvre un Calais qui est différent, avec les gens qui vont à la plage la journée, qui font des châteaux de sable, le marchand de glace. Et puis, une fois que la nuit est tombée, il y a des migrants qui sortent de nulle part et qui se jettent dans la mer. Et c'est fou, cette espèce de paradoxe quoi, qui se joue en France. Ils veulent arriver en Angleterre, c'est la dernière étape. Et là, ils ont enfin trouvé le moyen. Ils savent que c'est ultra illégal. Ils ont souvent investi de l'argent pour acheter le bateau, acheter le moteur, trouver un moyen d'acheminer le bateau jusqu'à la plage, enfin tout ça. Donc je sais pas, ils ont dû réunir genre 3 à 4 000 euros. Ils achètent ça avec leurs derniers billets, leurs dernières économies. Tout a intérêt à marcher, parce que si ce plan-là échoue, c'est la fin. Pourquoi ils voudraient prendre avec eux des gens qui les filment, qui vont potentiellement en fait juste leur attirer des problèmes quoi. Donc c'était déjà une entreprise mais hyper difficile d'arriver jusqu'à la plage pour les filmer. J'ai dormi sur des plages cachées dans les dunes pendant des nuits, des semaines pour voir ces bateaux partir. Puis un jour, je suis revenu et je lui ai dit Camille, j'ai rencontré des Soudanais qui étaient dans le rayon de Décathlon, ils ont acheté un canoë-kayak, ils veulent partir ce soir. Et elle me dit mais comment ça? Mais c'est dingue, en canoë-kayak, c'est pas possible. Et ça m'a juste remis le pied dedans et après je me suis fait entraîner par la machine de Calais quoi. En fait tu te fais tellement absorber que je vois pas d'autre chemin pour moi que de raconter l'histoire de ces gens. cette personne-là accepte de nous parler. Et donc on le rencontre sur un parking. Moi je bataillais pour lui dire c'est une folie le kayak, tu peux pas faire ça. Lui me disait attends, écoute, t'es bien gentil, j'en connais plein qui ont réussi. Et puis de toute façon je l'ai acheté le kayak, donc on va y aller. Moi je voudrais te parler d'un autre truc. Je suis arrivé en France mais j'ai un frère qui est mort, j'arrive pas à trouver sa tombe. Est-ce que vous pourrez m'aider une fois que je suis en Angleterre à retrouver l'endroit où mon frère est enterré? On lui a dit oui.
Et on lui dit aussi, bon ben voilà, nous on est aussi là, on filme tous ces départs et cette chose folle que vous faites pour aller en Angleterre, on n'est pas du tout d'accord avec ce que tu vas faire. Le canoë-kayak, c'est une folie. Et on lui dit d'ailleurs, vous avez des gilets de sauvetage? Il fait non, les gilets de sauvetage, ça coûte trop cher. Il y a Dieu qui nous surveille et il y a Dieu qui fera en sorte qu'il nous arrive rien. Tu peux pas donner de gilet de sauvetage à des migrants parce que c'est considéré comme de la complicité de passage. Et je me disais, mais s'ils meurent, ces gens-là, comment je vais me dire, quoi, tu leur as pas filé un gilet de sauvetage? On se prend la tête. Le décathlon, il fermait genre à 19h, il était 18h45, tu vois. Et 5 minutes avant que le décathlon ferme, on y va, genre... En plus, moi, je venais juste de Paris, donc j'étais habillée un peu en mode parisienne, quoi. Pas en mode no border, voilà, qui aide les migrants, quoi. Et donc, j'arrive au décathlon et tout, et je leur fais, oui, j'ai besoin de gilet de sauvetage parce que je pars en colonie avec mes élèves, machin et tout. Et Julien était dans son délire, ça faisait je sais pas combien de mois qu'il était en train d'enquêter sur le truc et il savait que c'était risqué. Et j'allais payer avec ma carte bleue, il arrive, paye pas avec ta carte bleue, tiens, prends du cash. Et en fait, on se dit, bon écoute, c'est simple, c'est ta morale. Tu laisses pas partir ces mecs sans gilet de sauvetage, quoi qu'il arrive. Tout le temps qu'on a passé à Calais, ça a été que des questions comme ça, tout le temps. C'est bien, c'est mal de le faire. Pourquoi le faire ? On a décidé d'acheter les gilets et je regrette pas. Pas du tout. L'inverse, j'aurais regretté. Le soir venu, on retrouve nos amis qui me disent voilà, tout est prêt, on part. C'est ce soir à minuit. Ce qu'on a partagé est tellement fort qu'en fait, on en devient amis, entre guillemets. Puis on leur donne les gilets de sauvetage. Et là, ils regardent le truc et puis ils sont super surpris, quoi. Ils font waouh, vous avez pensé à nous pour ça. Merci de penser à notre vie. Et puis le truc marche, quoi. Ils gonflent leur canoë-kayak, ils préparent les rames, ils mettent leur gilet, ils embarquent et puis ça ressemble à un numéro de cirque. Ils tombent tous les 4 dans l'eau. Il y en a un qui a califourchon sur le kayak, il se redresse. Un truc qui est fait pour 3, ils sont à 4 avec un énorme ferry qui passe au loin et qui klaxonne. Et puis ils finissent par disparaître dans le noir. Ils disparaissent dans le noir, dans les abîmes comme ça. Et on fait, qu'est-ce qui vient de se passer? À ce niveau-là, il n'y a plus rien qui peut... Il n'y a plus personne, à part la main de quelque chose de divin qui peut les pousser ou souffler sur eux pour les ramener d'un côté ou de l'autre de la côte. Il n'y a rien qui peut les aider. 6h du matin, je me lève et je décide d'aller au bord de la mer pour voir s'il n'y a pas des départs de bateau, je sais pas, pour voir si on va pas me délivrer un message dans une bouteille, je sais pas. Et là, je croise 2 silhouettes qui marchent complètement trempes. Et je descends de ma voiture et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils arrivent, ils lèvent les bras au ciel, il fait, ah, Inch'Allah, Dieu merci, c'est Dieu qui nous a sauvés. Et puis ils m'expliquent qu'ils ont ramé, que le kayak s'est dégonflé, qu'il s'est passé un truc et qu'ils sont tombés dans l'eau. Et ils disent, et là on a flotté. Et puis au bout de 3 heures ou 3h30, on a fini par atteindre le rivage et voilà, on est là. Ce qui s'est passé est fou, c'est Dieu qui vous a envoyé, vous êtes mes amis jusqu'à la fin de la vie. Toutes les portes pour documenter leur vie se sont ouvertes après ça et on a pu les suivre, l'aider à retrouver la tombe de son frère qui est mort 15 ans plus tôt sur le même chemin que lui en voulant atteindre l'Angleterre et qui est mort sur le chemin. Et donc on s'est dit, on va raconter un peu son histoire jusqu'à la traversée et en gros l'idée c'était de traverser avec lui. Évidemment, quand tu veux traverser, tu dois parler avec des passeurs. Et donc, à quel point tu sympathises avec des passeurs ? Parce qu'en plus, le truc, c'est qu'avec ces gens, c'est jamais noir ou blanc. C'est-à-dire que t'as jamais un mec, un passeur ou je sais pas, un trafiquant ou quoi, qui est que une horrible personne. En tout cas, pour ceux que j'ai rencontrés. Je pense qu'il y a des horribles personnes de A à Z, mais en tout cas, moi, ceux que j'ai rencontrés, c'était jamais des personnages noirs ou blancs. Et donc, toi, quand tu les côtoies, t'es du côté gentil de la personne. Et c'est une forme de naïveté, mais dont j'ai besoin, parce que sinon, sinon j'ai pas envie de leur parler, quoi. Vu que la réalité est tellement particulière, toi-même, tes référentiels et tout peuvent être influencés. C'est-à-dire que quelque chose qui te paraissait avant complètement fou ou dangereux, une fois que t'es là-bas, tu dis « Oh bah oui, en fait, non, ça va, c'est normal ». Et sauf que c'est là, je pense, le danger un peu. Mais bon, il faut pas oublier que t'es pas un migrant qui va traverser, t'es pas un passeur, t'es censé être là pour documenter. Et donc, au bout d'un moment, les 2 personnes que l'on filmait ont réussi à rejoindre l'Angleterre et moi, j'avais toujours pas traversé. Ces vies que j'avais documentées, ça m'habitait toujours. Je me dis, il faut que j'arrive de l'autre côté, il faut que je finisse ce voyage.
Et donc quand ils sont passés, j'ai continué de chercher. Ça a été une année à dépenser toutes nos économies, à avoir rien du tout qui était acheté en amont, à être une nuit sur deux dans une caravane au fond d'un jardin ou dans une tente, et parfois ça me manque. Camille en a eu un petit peu marre de cette quête qui s'est apparentée avec de la folie, mais elle m'a dit je te dissuade de le faire parce que c'est dangereux, mais je te connais, t'es un entêté, et si jamais un jour t'arrivais à une opportunité sérieuse, je serai là. Et je t'aiderai, je te laisserai pas tomber. Et donc il a passé plusieurs mois. Et finalement, il a commencé à entrer en contact avec un gars avec qui ils ont créé un lien. Et quand je lui ai dit que ce film-là, c'était une mission, ça lui a parlé. Il a détourné la tête, il a regardé dans le vide, et il a répété « Ah, c'est ta mission ». C'est un mot qui a résonné en lui. Je l'ai un petit peu payé en tant que fixeur au départ pour qu'il m'aide à trouver des passeurs, parce qu'il faisait quand même quelque chose d'extrêmement dangereux. Il faut savoir qu'il était sur le camp, et il allait demander à plusieurs passeurs. Les passeurs, quand on va les voir et qu'on leur demande si on peut embarquer un journaliste, ils lèvent les bras au ciel, ils disent « Mais t'es malade en fait ». Il se trouvait qu'il travaillait avec un passeur depuis super longtemps. Le passeur a fini par dire bon, il va monter avec sa caméra dans son bateau, mais il sera un migrant comme les autres. Et il n'est pas question qu'il ne paye pas. Dans l'embarcation dans laquelle j'étais, il y avait des Albanais qui avaient payé entre 4 000 et 4 500 euros. Et moi, j'ai eu à donner 3 000 euros. C'est vrai qu'on reverse de l'argent à une entreprise mafieuse. Mais pour moi, le témoignage que l'on rapporte et la force des propos que l'on rapporte à la suite de ça est plus important. Il me dit « Est-ce que tu veux tenter demain ?» Et je lui ai dit « Mais t'es sûr, tous les passagers sont d'accord ?» Il me dit « T'inquiète pas, j'ai prévenu tous les passagers. » Je lui disais « C'est très important, si les passagers sont pas d'accord, j'y vais pas, je veux pas filmer et qu'on me jette à la mer. » Et je regarde la météo, je vois que c'est pas le meilleur jour. On s'était organisé, tu vois, Julien, il avait des balises, c'est-à-dire qu'il avait une balise de marin, donc on s'était juste dit, si ça se déclenche, moi juste, je vais à Calais. Mais je savais pas trop quoi ressentir, tu vois, parce que je me disais, bon, c'est quand même la Manche, ouais, ok, c'est dangereux, mais s'il se passe quoi que ce soit, il déclenche ses balises et les sauveteurs viendront le récupérer. Donc ça va, j'étais plutôt sereine, en fait. Moi, j'arrive à Calais sur les coups de 20h. Puis j'avais Julien vachement par message où il m'expliquait « Ok, là, on est là ». Je savais qu'à un moment donné, il allait devoir couper son téléphone parce qu'il fallait pas qu'il soit tracé par les flics, etc. Ils vont passer la nuit sur la plage et puis ils vont partir au petit matin. Puis là, le téléphone sonne. « Let's go, Julien, le bateau a été livré, on y va ». Puis au bout d'un moment, il y a 5 personnes qui déboulent en tenant un boudin sur les épaules, 3 autres qui portent un moteur en courant. Et puis tout va hyper vite, quoi. En 15 minutes, le bateau est prêt. On court, et puis là, on rentre dans l'eau, et les gens font « Ah ouais, Inch'Allah, Dieu, on va y arriver. » Et puis, une fois que le moteur est démarré, il dit « Go !» Sur les coups de 6h du mat, il m'envoie un message « Ça y est, on part dans le bateau. » Tu sais, il m'envoie plein de photos. Tout le monde est hyper souriant sur le bateau et tout. Et là, au moment, je me dis « Mais vas-y, c'est trop, là. » D'un coup, je sais pas, j'ai comme pris la mesure quand je les voyais en train de sourire sur le bateau. Je me suis rendu compte de la folie de la situation, en fait. Ils sont sur un bateau, en train de traverser la Manche, et tout le monde est hilar. Mais en fait, ils sont shootés dans le bateau, c'est pas... Enfin, ils sont pas dans la réalité, quoi. Et là, j'ai commencé à me dire, j'ai pas les pieds sur terre, là, enfin... Et donc, je sais pas, j'ai commencé à m'inquiéter un peu, mais ça allait, parce que j'avais des nouvelles de Julien tout le temps et tout, donc ça allait. Au bout d'un moment, au bout de genre, je sais plus exactement les trucs précis, mais peut-être de 4 heures de traversée, là, le téléphone de Julien coupe. On progresse le long de la côte, on regarde les GPS, on est dans le noir total encore, donc on s'éclaire aux lumières de téléphone portable. Très vite, on se rend compte que le bateau prend l'eau. Il y a ceux qui prient, qui lèvent les bras au ciel, qui disent « Mon Dieu, même pas 1 heure et on va couler, mon Dieu, on va jamais y arriver ». Et puis ceux qui disent « Allez, Dieu nous va nous protéger, on va y arriver, il faut juste écoper, c'est normal ». Et puis il y a des seaux qui ont été prévus à cet effet, et on commence à écoper, et puis avec des bouteilles plastiques, mais tout le long on se dit « Est-ce que le truc va s'ouvrir en plein milieu de la mer et on va tous passer au travers et se noyer ?» Il y a l'eau qui se mélange à l'essence, tout le monde qui a peur que le mélange de l'eau et essence brûle notre peau.
On a peur de se faire percuter par des navires, des gros paquebots, on a peur de plein de trucs, mais bon, il y a tellement d'adrénaline qu'on se serre les coudes et on est tous ensemble. Et autour de moi, on a tous des gilets, mais c'est les gilets de sauvetage comme le bateau, c'est des chinoiseries, c'est des trucs qui pèsent quelques grammes et on n'a pas grand espoir de flotter avec si on tombe en mer. Parmi nous, il y a un petit enfant qui doit avoir pas plus d'une dizaine d'années, voire moins, et qui a un gilet de sauvetage taille adulte dans lequel il flotte complètement et il a le gilet qui lui arrive au-dessus de la tête. La maman pareil, le truc se ferme pas, et puis il y en a qui n'ont pas eu le temps de les mettre, et on se dit bon, s'il y a un accident, il risque d'y avoir des pertes dans l'équipage, quoi. Si on est embarqué dans un bateau avec un enfant et qu'on commence à appeler au secours d'entrée de jeu, c'est pas possible. Je suis dans l'embarcation, tout le monde a dit ok pour que je sois là. Si on commence à faire 1 heure de route avec un peu d'eau dans le bateau et que je dis non, stop, l'enfant a un gilet trop grand, c'est trop dangereux, j'appelle, on rentre, les passagers ils me foutent à l'eau. Et là, il se passe ce que je redoutais. Le vent se lève et la houle commence à grossir et donc ça commence à tanguer. Les gens commencent à être malades dans l'embarcation et donc il y a près d'une dizaine de personnes qui se mettent à vomir. Et là, ça devient compliqué, quoi. Et puis plus on avance, plus on a de l'eau qui rentre dans le bateau et puis sur le GPS, on est en plein milieu. Et donc il y a ceux qui veulent qu'on appelle les secours, qu'on abandonne, et il y a ceux qui veulent qu'on reste encore en mer. Quitte à couler, quitte à mourir, on continue de progresser et puis on arrive en Angleterre. À ce moment-là, le voyage c'est une torture pour la plupart des gens. C'est une torture psychologique et puis physique pour ceux qui sont malades. Et puis tout le monde s'en remet aux autres. Est-ce qu'on est en Angleterre? On y est ou on n'y est pas? Et au bout d'un moment, on finit par s'accorder sur le fait qu'on est en Angleterre. On dit non, les gars, ça y est, on est dans les Anglaises, on y est maintenant. Et puis on peut appeler les secours. Please listen to me. We have the babies and women here. Et donc il y en a 3 dans l'embarcation qui hurlent dans un anglais très sommaire. Allô, on est dans le bateau prend l'eau, il y a des femmes, des enfants, on va couler, on est 50, on va mourir, venez nous sauver. On s'aperçoit qu'à l'autre bout de la ligne, il y a une correspondante qui fait oui, vous êtes combien? Quelles sont vos coordonnées GPS? Est-ce que vous pouvez nous envoyer précisément vos coordonnées GPS par message à ce numéro-là? Moi j'essaie d'avoir les coordonnées GPS sur mon téléphone, mais on capte rien. La communication est sans cesse coupée avec les centres de secours. Quand on recommence à appeler, tout repart à zéro. Et à la fin, tout ce qu'on est capable de faire, c'est de leur dire on est dans l'eau à côté d'un gros bateau sur lequel il y a ces 3 lettres qui sont peintes et qui est de couleur rouge. Je vois qu'on n'y arrivera pas, et puis les disputes, elles éclatent de plus en plus fort dans le bateau. Et au bout d'un moment, je dis aux gens dans l'embarcation, j'ai un truc, je peux peut-être vous aider, ou quoi. Donc ils me disent, toi, t'as quoi? Qu'est-ce que tu peux faire pour nous, ou quoi? Et puis j'avais un fumigène. Ils ouvrent le fumigène, ils le déclenchent, et puis ils l'agitent en l'air, et puis ils sont tous hyper contents. Il fait, oh, Dieu merci, un fumigène, on va nous voir grâce à ça, et tout. Puis le fumigène fait en fait des étincelles ou des trucs. Donc il commence à paniquer, arrête, tu vas foutre le feu, on va tous mourir brûlés. Donc il jette le fumigène dans l'eau. Au bout de même pas 10 secondes que le fumigène était déclenché. Et moi je vois ce pauvre fumigène qui était censé nous aider, je le vois couler dans l'eau. Et donc une nouvelle dispute éclate dans le bateau. À cause de toi, on va mourir, ils vont pas nous repérer. Puis j'ouvre ma combinaison, et puis je sors de ma combinaison cette espèce de balise GPS. Ils font, mais c'est quoi ça? Ça, c'est ce que les marins français utilisent, c'est les pêcheurs. Ils appuient sur ce bouton et ça appelle les secours. Dans le bateau, il y a ceux qui sont sceptiques. Il y a ceux qui trouvent le moyen de penser que je suis peut-être de la police. Et puis il y en a d'autres dans le bateau qui disent oh, non, tu appuies sur ton bouton et tu déclenches la balise. Et puis au bout d'un moment, on voit un bateau de la Border Force qui arrive à toute allure et crie à notre embarcation qui ressemble au radeau de la Méduse, est-ce que Julien Goudichaud est dans le bateau? C'est les sauveteurs qui m'appellent, qui me disent ouais, on a reçu un appel de détresse de la balise. Est-ce que vous pouvez me dire qui est sur le bateau, les informations? Donc c'est Julien Goudichaud, machin, il est embarqué avec un bateau d'exilés, etc. Puis les sauveteurs, ils me disent qu'ils ont reçu un appel de détresse et qu'il y a beaucoup de monde en mer. Du coup, ils le trouvent pas. Enfin, c'est ouais, d'un coup, tu prends conscience de ce que t'as fait, quoi. Tu te dis mais en fait, on est des grands malades. Pourquoi on a fait ça? Enfin. On est allé trop loin dans notre délire et ça peut tourner mal.
Les passagers se retournent tous vers moi, me regardent et me pointent du doigt et disent « Oui, il est là, il est là !» Et là, ça commence à être le début d'une opération qui est très critique parce qu'on avait parlé plusieurs fois sur les sauvetages en Méditerranée que le pire moment, c'est quand le SOS Méditerranée se mettait côte à côte du bateau de migrants et qu'il les faisait transvaser d'un bateau à l'autre. Parce qu'à ce moment-là, c'est une panique qui gagne l'équipage. On devient des animaux pour être transvasés le plus vite possible sur l'autre embarcation. Pour me calmer, parce qu'en plus, moi, ça me calme de faire des tours de voiture, enfin, de conduire et tout. Je faisais des tours de Calais comme ça, en attendant un peu des nouvelles. Et je sais pas, c'était au bout de 3 heures quand même d'attente à tourner dans Calais, à me dire, mais en fait, vous avez fait une grosse connerie. Alors pourtant, je me suis mis dans des situations dangereuses, tu vois, un peu inconsciemment et tout. Mais là, c'est la première fois que je me suis dit, non mais putain, mais en fait, là, ça se trouve, j'ai foutu ma vie en l'air. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Et puis quand on gagne le bateau des sauveteurs, bah c'est le relâchement complet, quoi. Ça y est, on est sur un vrai bateau qui flotte en sécurité avec des gens qui parlent anglais. Et on se prend tous dans les bras et puis bon, ben voilà, il y en a qui pleurent. Moi, je m'effondre un peu dans les bras de mes amis passagers avec lesquels j'ai partagé ces 15 dernières heures et c'est la fin d'un voyage. Et en fait, au bout de 3 heures, bah, j'arrive à connecter le téléphone et j'ai Julien au bout du téléphone qui fait « Allô ?» avec une voix comme ça, « Allô ?» Il se met à pleurer en mode « Putain, je le referai plus jamais, je te jure, c'était horrible. » Et la pression qui redescend, finalement, il venait d'être secouru. Il y a ce passager iranien qui m'a pris dans ses bras et qui m'a dit « Maintenant, tu sais ce qu'on est obligé de faire pour venir dans votre pays. Avant, tu faisais tes trucs, tes missions, tes reportages et tout. Tu savais des choses et tout, mais tu savais pas. » Il dit « Maintenant, tu sais, maintenant, t'es comme nous. » Moi, je sais qu'une fois qu'on aura fini cette aventure, je vais remonter dans ma voiture, je vais mettre le chauffage et puis je vais m'allonger dans mon lit à me faire livrer par Uber Eats. Évidemment que je suis pas comme eux. Et donc, quand je l'ai entendu au téléphone, ouais, c'était à la fois que tout allait bien, mais c'était aussi à la fois qu'il ait réussi. Parce que c'était tellement de travail, tellement de temps passé à Calais, tellement de... Putain, on a bien fait d'insister, quoi. Ça fait partie des moments vécus qui restent gravés, tu vois, que j'oublierai jamais. Il n'y a aucun moment dans ce que j'ai fait dans ce reportage où j'étais OK et sûr et certain à 100% de ce que je faisais et que j'avais raison et que c'était la bonne manière de faire. Il y a toujours une part de nous qui nous disons non, il y a une part de ça qui est peut-être un peu border. Parfois, elle est de 5%, parfois 30%, parfois 40%. Et à la fin, on tranche et on prend la décision finale en fonction de quelle part va l'emporter sur la raison ou sur ce que l'on doit faire, quoi. Pour arriver à faire ça, t'es obligé d'être dans le déni. Tu te prépares au pire parce qu'il faut se préparer au pire, mais tu peux pas considérer véritablement que le pire peut arriver. Bah sinon, tu le fais pas. C'est sûr que ce travail, il fait pas l'unanimité. Hein. Tout le monde a des visions et des points de vue différents sur le journalisme. Hein. Il y en a qui disent que je suis allé trop loin. Moi, c'est comme ça que je sais travailler et je pense que c'est comme ça que j'aime travailler. Et je pense que je ne sais de toute façon tout simplement pas travailler d'une manière différente. Tu te sens vivant parce que t'es vraiment quelque part aussi dans l'instant présent. Le fait de vivre des choses extraordinaires. T'es aspiré par l'histoire, par l'action, par le quotidien et tu vois plus le temps passer, quoi. À un moment, tu te réveilles, tu te dis « Ouais, ça fait 2 semaines qu'on est là. » Et tu te dis « Ah oui, bah oui, je me suis un peu oubliée, ouais. » Quand je revois ces images, ça me prend en trip. Parfois, j'ai envie de les regarder pour rien, comme ça. Je m'assois devant l'ordinateur et puis je me retape les 10 minutes de traversée. C'est vrai qu'à chaque fois que je les revois, j'ai beaucoup d'émotions. Tout ce temps que t'as passé à Calais, tu l'as pas passé à construire ta vie, forcément, tu vois. Et tu peux avoir envie de retourner à Calais, ouais, parce que dans ta vie, à toi, tu peux être face à un vide. La fuite en avant, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de journalistes connaissent. Calais fait partie de moi, oui. Calais, parfois je dis que je suis calaisien. J'y retourne et je sais même pas pourquoi j'y retourne. Des fois, je prends un billet de train, je prends ma voiture, je vais faire un tour de voiture et voilà. Je fais ma petite ronde. Je recroise des gens, il y a toujours des gens qui travaillent. Je vois quels sont les nouveaux points de départ, quelles sont les nouvelles stratégies, comment s'organisent les passeurs. Je sais pas, j'aime comprendre, ça me fascine de voir tout ce qui se passe là-bas et comment c'est organisé. Puis des fois, je réfléchis à une nouvelle histoire à raconter, comment la raconter. Et puis des fois, je me dis non, allez, arrête, ça suffit. Puis je prends mon billet retour et je rentre à Paris. Je me dis stop, on a dit que c'était fini. Après toute cette aventure, en fait, on a fait une version documentaire avec Camille pour Al Jazeera, une version courte. On est toujours en train de chercher un diffuseur.
Il y a aussi un envoyé spécial qui est sorti. Et puis, il y a des télés étrangères qui s'intéressent un peu à notre histoire. Et puis, on espère que c'est en bonne voie, qu'on croise les doigts. En fait, quand tu traites que des sujets comme ça, au bout d'un moment, inévitablement, t'as l'impression que le monde est comme ça. Et donc, t'as une sorte de pessimisme qui s'insère en toi. Tu peux pas l'éviter, il faut faire attention à ça. Et ouais, ça m'atteint. Plein de fois, je me suis dit, j'en peux plus de cette misère partout, de cette souffrance. En fait, j'en peux plus de voir des gens qui souffrent. Quand le documentaire est passé sur Al Jazeera, quand le reportage est passé sur Envoyé spécial, j'ai beaucoup pleuré d'un coup. Mais voilà, il y avait quelque chose vraiment qui avait été accompli, quoi. Je suis attirée par ces sujets-là, par le fait que les gens qui sont en souffrance puissent prendre la parole et leur redonner aussi un peu de dignité par le fait de reprendre la parole et tout ça. Là, en ce moment, je prépare un documentaire sur les personnes qui transportent de la cocaïne de la Guyane à la métropole. Un terrain un peu similaire où en fait c'est beaucoup de temps dans ma voiture à tourner dans la jungle de Saint-Laurent-du-Maroni, comme on tournait à Calais. Je vais pas dire qu'encore une fois, en ayant désobéi et qu'on tournait un petit peu ce que l'on nous disait de faire, on a réussi, mais ouais, un petit peu. Arte Radio. En tout cas, ça m'encourage pas à me mettre sur les rails. .com